Il y a une vraie différence entre infopreneur et entrepreneur. Ouais. L'infopreneur, quand il va dépenser de l'argent, pour lui, c'est vraiment une dépense. C'est pour ça que j'utilise ce mot. Ouais. C'est une dépense, c'est son argent, putain, j'ai peur, etc. L'entrepreneur, lui, c'est OK, faut que je mette 10 000, je mets 10 000. Et ça va revenir. Parce que j'ai foi en mon projet, je me donne les moyens, je sais que ça fonctionne. Et là, ça fait la différence. Et c'est game changer, en fait. Une fois que tu as compris ce que c'était, tu dis, non, mais en fait, je sais que ça va marcher. J'y vais, à fond. OK, 10 000, vas-y, c'est bon, je signe. Et OK, 10 000 par-ci, 15 000 par là, 20 000 par là. Donc ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Ouais. Parce que je putain, je préfère m'acheter une bagnole ou une belle télé ou un beau setup. Mais ta foi, tu dis OK, ça va revenir en 3 mois. Parce que tes chiffres, tu les as posés en amont. Yes, salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis hyper content de vous retrouver dans ce nouvel épisode avec mon invité Nolwenn qui a lancé son premier business en ligne et qui est passé de 0 à 600 000 euros en moins de 1 an. Il va vous partager son parcours, comment il s'est lancé, pourquoi il s'est lancé, mais surtout les stratégies qu'il a mis en place pour exploser en moins d'1 an avec son business. Sans plus tarder, on démarre ce nouvel épisode et je laisse Nolwenn directement se présenter et rentrer dans le vif du sujet. A tout de suite. J'ai quitté l'armée il y a 2 ans. Exactement. Et donc la première année, j'ai bossé, on va dire, à droite à gauche avec pas mal d'infopreneurs qui font partie aujourd'hui des leaders. Et il y a 1 an, du coup, j'ai monté Je me forme avec mon associé. Et du coup, ouais, donc sur la dernière année, on a réussi à atteindre les quasi 600 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est une grande aventure. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais ça a été super rapide d'un côté, mais on s'en rend pas forcément compte d'un autre. Mais ce qui m'a permis d'en arriver là, ça a été vraiment cette année de transition que j'ai eue entre la fin de l'armée et donc en 2020, en juillet 2020, j'arrête l'armée. J'ai la chance et l'opportunité de rejoindre deux personnes qui étaient vraiment exceptionnelles et que je suivais depuis genre 6 mois sur les réseaux. Et j'ai décollé avec eux en fait et j'ai repris du coup le pôle de la bête et j'ai trouvé une nouvelle passion et je me suis relancé après tout seul euh, l'année dernière, quoi. Il y a 1 an. Il y a encore 1 an, on n'avait pas encore fait notre première vente. J'avais plus rien, j'avais zéro. Mais genre, plus de taf, plus de meuf, plus de vie, un appart qui coûtait beaucoup trop cher pour moi en plein Paris. Et j'ai dit, bah, de toute façon, j'ai rien à perdre, donc bah, je mise tout. Et avec mon meilleur ami, en fait, on, on se réunit, puis par force de réfléchir, vas-y, on se lance dans un premier domaine, et puis on switch, on va dans un deuxième. Et, euh, et c'est comme ça que ça a commencé. Je trouve ça ouf. Donc, on reparlera peut-être de la reconversion un petit peu et peut-être rentrer un peu dans les détails de comment tu as switché rapidement, comment tu as aussi trouvé l'opportunité que tu as eue avec justement ces deux personnes, peut-être revenir un petit peu là-dessus. Mais avant ça, c'est pas commun d'avoir quelqu'un qui lance une boîte et tout de suite ça fonctionne. Alors, je pense que tu avais quand même déjà deux, trois tips, tu avais déjà vu un peu de l'intérieur des business, donc forcément que ça aide un petit peu. Mais là, moi, ce que je trouve vraiment, vraiment intéressant dans ton histoire et sur cette boîte je me forme.io, c'est que tu as lancé ça dans un domaine dans lequel tu ne connaissais strictement rien. Que dalle. Mais genre, rien du tout. C'est-à-dire la prothésie ongulaire. Alors, on en a déjà parlé ensemble en dehors, mais je trouve ça ouf et à titre perso, bah c'est clair que c'est pas que je me verrais pas le faire, mais c'est que j'aurais du mal à m'orienter vers un truc que je ne maîtrise absolument pas. Est-ce que tu peux raconter un petit peu peut-être d'où te vient l'idée et Mhm. derrière comment tu te dis, bah vas-y, je connais rien, mais je lance parce que j'ai vu qu'il y avait cette fenêtre d'opportunité qui s'ouvrait à moi. Ouais, complètement. Ouais. Mais en fait, c'est un peu en 2 temps. Déjà, je reprends juste un truc que tu as dit qui était vrai et faux à la fois, dans le sens où ça a marché direct. Ça a marché direct parce que derrière, pendant 5 ans, en fait, j'accompagnais les autres. Ouais. Et pendant 5 ans, j'ai accumulé énormément de connaissances, vraiment dans tous les domaines. Et du coup, en l'espace de 3 mois, j'avais déjà monté un business qui faisait déjà peut-être 60 ou 100 cas sur les 3 premiers mois. Et après, bah, tu mets en chose plein de choses, tu mets en place pardon, plein de choses. Et là, ça commence à cartonne et ça fait du bien. Ça fait du bien à l'ego surtout. Comment l'idée est venue en fait? Donc, comme je te disais, c'est en 2 temps, simplement parce que bah, avec les personnes justement avec qui je rejoins dès que j'ai quitté l'armée, donc on a fait pas mal de boulot ensemble et on avait trouvé en 2021, c'est ça, début 2021, en fait, on se dit, bah tiens, on va regarder un peu ce qu'on peut faire et on travaille là-dessus ensemble. Et au bout de quelques mois, on a nos idées qui divergent en fait et on décide de se séparer.
Moi, je vais de mon côté et eux, ils continuent du leur. Et au final, la personne que j'avais en tête pour cette formation-là, il se trouve que c'est une très très bonne amie à moi. On s'était rencontrés quand je travaillais au McDo. Une autre vie encore. Ouais. Je lui ai dit, écoute, j'ai vu qu'il y avait un marché qui était en train de naître ou sur ce sujet-là. Est-ce que ça t'intéresse de faire la formation? Elle m'a dit, ouais, carrément. Quand j'ai quitté du coup mes anciens associés, au bout de 2 3 mois en fait, elle m'a recontacté, elle fait ouais c'est avec toi que je veux travailler. Du coup moi je requitte le projet qu'on avait commencé à monter avec mon associé on se relance sur celui-là. Et le grand avantage en fait c'est le fait que je ne connaisse rien en fait. C'est un peu contre-intuitif parce qu'on se dit ouais il faut maîtriser tous les sujets, il faut vraiment être à l'affût de la dernier élément à connaître. Mais en fait, non, moi je me suis vraiment contenté d'être présent sur ma zone de génie et pouvoir après permettre à cette personne-là, cette formatrice, en fait, d'être dans sa zone de génie en fait. Et je l'accompagne, je la guide à travers cet élément-là qui est à la base pour elle non plus, hein, faire des formations en ligne. Elle est professeure de l'éducation nationale à la base. Donc formation en ligne, s'adapter au niveau des outils, etc. Ça a été très compliqué pour elle. Mais moi, c'est ma tâche, c'est de pouvoir lui faciliter la vie afin qu'elle puisse se concentrer sur sa zone à elle. Et du coup, on a compartimenté chacun de nos compétences Ouais. et on a monté ça en un an, quoi, avec des hauts et des bas, hein, comme tu peux t'en douter. Ouais, bien sûr. Ce qui est hyper intéressant, c'est que, on va dire que dans la grande majorité des cas, quand on lance un business, notamment en ligne, hein, souvent, on est nous-mêmes l'image, on est comment dire, le personnage, en fait. La personne qui crée le contenu, qui crée les Ouais. publicités, qui fait tout de A à Z. Et ce que je trouve vraiment, et c'est vraiment le sujet que j'ai envie de creuser aussi au démarrage aujourd'hui, c'est tu as eu l'intelligence de te dire, OK, je prends quelqu'un qui va justement être cette image, qui va être Mm. la compétence, entre guillemets, la compétence pédagogique et la compétence métier que je vais enseigner, et je vais l'utiliser. Et ça, c'est un peu contre-intuitif quand même, de manière générale, quand il faut lancer un business. Comment ça t'est venu et comment tu t'es dit, OK, je peux aussi faire du business comme ça? En fait, déjà, ça part d'une base, c'est que je suis quelqu'un d'assez réservé, timide, même si les gens qui me connaissent, ils disent, ah, c'est pas possible. Ah, si, si, je suis quelqu'un où, par rapport à ce que je faisais avant, en fait, j'aime bien être dans l'ombre à la base. J'essaie d'en sortir progressivement, mais ça reste quelque chose qui est complètement contre-intuitif pour moi. Du coup, je me suis dit, ok, comment je peux quand même réussir? Parce que je connais les branding perso, j'ai travaillé avec 5 ans avec que des personnes qui faisaient que du branding perso, donc c'était aussi ma zone en fait. Je sais ce qu'il faut faire, comment le faire, quels sont les leviers à utiliser. Mais j'ai fait un mix des deux. J'ai trouvé en fait une offre où il y avait une demande, forcément. Si t'as la demande, en fait, déjà, tu as beaucoup moins de leviers à utiliser. Hmm. Après, la différence, c'est que je l'ai fait avec une personne aussi qui a 10 ans d'expérience dans ce domaine-là, où elle a une réelle expertise, et on a répondu aux attentes rapidement, en fait, avec un produit qui était, dès le début, déjà fait de manière vraiment passionnée par la personne. Donc, ouais. Je suis curieux sur un sujet. Tu dis, voilà, j'ai répondu aussi à une demande. Il y avait une Ouais. demande sur le marché. Comment on analyse une demande sur le marché? Alors, c'est une question qui est bête, mais comment Google. on le sait? Google. Recherche Google, ok, c'est Google Keyword, je crois, où on a une idée, limite, tu sais, on en parlait tout à l'heure avec ChatGPT, tu vois. Tu vas sur Google Keyword, tu tapes ChatGPT, tu vas voir le nombre de recherches qu'il y a par jour, et là tu vois une tendance. Et avec ce domaine-là, en fait, donc la prothésie angulaire, on tapait prothésie angulaire, on pouvait taper n'importe quel domaine, hein. Ça pouvait être anglais, Excel, ce que tu veux. On voyait en fait la chose depuis genre 6 mois, un an, qui était en perpétuelle augmentation. Donc il y a une tendance haussière. Et on s'est dit, c'est là qu'il faut aller. Et il y a eu aussi cet aspect aussi, ce qui est drôle, ce que je veux dire derrière, c'est que on s'est dit, ouais, prothésie angulaire, c'est aussi Instagrammable. C'est beau, c'est esthétique, c'est quelque chose où on peut faire un compte Instagram. Mais bon, après un an, j'ai toujours pas de compte Instagram. On commence enfin à le lancer, parce qu'encore une fois, il y a ça aussi, c'est que avec mon associé au début, il voulait absolument Instagram. Instagram, c'est la vie, c'est la clé, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Moi, je vais non. Là, ce qu'on doit faire, c'est vendre. On a un produit. Instagram, c'est, on va dire, je vais presque dire ça, que c'est du SEO, j'ai envie de dire. Ça va te prendre un an, 6 mois, un an, 3 ans avant de décoller. Moi, je maîtrise le SIA, je maîtrise Facebook. On met à fond la publicité Facebook et on teste. Et voilà, on a lancé les pubs le 24 janvier. Première vente le 26 et après, ça a été une vente par jour très rapidement.
Génial. Qu'est-ce que avant de valider, alors juste je reviens sur ces Ouais, étapes-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui bien peut-être sûr. peuvent écouter ça, ils sont en recherche d'idées, etc. Donc tu fais cette recherche sur Google Keywords, tu analyses un petit peu les tendances, tu vois que la prothésie ongulaire, c'est quelque chose qui est plutôt recherché. Mm. C'est quoi les étapes ensuite avant de lancer et de faire cette fameuse première vente dont tu as parlé? Il y a beaucoup d'étapes. C'est vrai qu'on dit que ça paraît simple comme ça, hein. Mais le projet, on l'a lancé, enfin, on l'a relancé du coup mi-novembre et on a fait les ventes du coup, comme je disais, fin janvier. Donc entre-temps, bah nous, on a fait quoi? On savait que ça allait marcher. J'avais déjà aussi testé l'idée avec mes autres associés, partenaires associés, et on s'est dit, bah l'étape numéro un, ça va être, ok, il nous faut vendre. Donc je sais pas vendre, mais au début, je vais quand même m'y mettre. Mais il me faut un CRM. Donc un CRM, c'est ce qui permet de Customer Relationship Management. Ça permet vraiment de gérer l'intégralité des clients qui arrivent chez nous. C'est vraiment super important pour après derrière les mettre dans un tunnel de vente, mais un tunnel de vente orienté commercial. C'est pas orienté, enfin c'est semi-automatisé si tu veux. Et derrière avoir les personnes qui téléphonent. Donc, bah, j'y connais rien, mais j'ai la chance d'avoir aussi bah, le réseau qui va avec. Donc, je téléphone à deux trois personnes. Je fais, ah, t'as pas des personnes à me conseiller. Moi, je fais que du bouche à oreille tout le temps. Dès que je commence un nouveau poste, je commence par du bouche à oreille. Je fais, ok, j'aurais besoin d'un commercial, etc. Donc, je commence à lancer la machine du recrutement. Je m'informe aussi sur le CRM que je veux utiliser. Il y en a plein, hein. Il y a HubSpot, Salesforce. On pourrait passer des heures à parler de Salesforce parce que c'est ce Ouais. que j'ai choisi au début. Mon ego a parlé et il a fait une énorme erreur. J'ai subi pendant 8 mois Salesforce avant de changer. Ne faites jamais ça. N'importe qui que vous soyez, n'allez jamais sur Salesforce. Jamais. Et derrière, du coup, en fait, ben, il va y avoir aussi, ok, le processus de pédagogie. Il va y avoir Calliope parce qu'on est CPF, donc il faut respecter Calliope. Il faut vraiment, il y a plein de choses à faire. Mais dans l'ordre, c'est ok. On a la formatrice, ok, plan de formation, ok, c'est bon. On valide. On définit une date de tournage, on fait le tournage, j'appelle des équipes qui se déplacent. Encore une fois, j'aurais pu le faire moi-même, mais je suis pas un professionnel. On avait un peu de trésorerie d'avance, donc on a investi parce que je savais que ça allait marcher. On a réinvesti dedans. Euh, donc le montage et puis derrière, ok, c'est en gros moi ma première chose ça a été je veux pas être derrière mon ordinateur tous les jours. C'est ça. Je fais pas un business pour être pour travailler pour mon business. Je pense on l'entend très souvent. Et l'erreur qu'on fait justement, c'est très rapidement, en fait, c'est se rendre indispensable à son business. Mais j'ai envie de dire, c'est d'une bêtise de se rendre indispensable pour son business parce qu'au final, après, bah, on est pieds-poings liés et on a toujours besoin de toi. Et dès le début, j'ai pris de la hauteur à chaque fois que je faisais quelque chose, je notais la procédure, tac, 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 la procédure, tac, tac, tac. Maintenant, la procédure, super important. Une procédure, c'est une base, mais elle est toujours modulable. Elle n'est jamais fixe. C'est super important. En fait, la procédure, c'est vraiment, ok, je veux aller de un point A à un point B. Mais entre les deux, euh, tout peut changer. Mais il faut vraiment savoir, ok, d'où je pars, où je vais. Et entre les deux, comment je peux faire. Et en fait, à partir de là, après, donc tu vas commencer à tester les choses et tu vas voir, bah, ça marche pas. Boum, tu switches. Tu regardes, ok, où est-ce que ça a merdé? Tac, hop, retour d'expérience. Et tu remodules, et tu remodules, et tu changes à chaque fois et t'adaptes. Mais bon, ça, on l'a fait vraiment avec le temps. Mais grosso modo, c'est vraiment ça. Et derrière, après, bah, mettre en place le CRM, les publicités, hein, les publicités Ouais. aussi à lancer, assez rapide via Facebook. Maintenant, Facebook demande vraiment un minimum de compétences en l'espace de. Je pense qu'une personne qui n'y connaissait rien, en une semaine, elle est formée. En une semaine, elle est formée. Il y a, auc- il y a aucune compétence. J'ai envie de dire, je serais peut-être méchant pour ceux qui en font leur vie, mais il n'y a aucune compétence réelle pour moi aujourd'hui dans la pub Facebook. Dans la pub Ce qui Facebook. n'était pas Il va y avoir des forcément, réseaux. ce qui était pas forcément vrai il y a encore quelques mois C'est et ça. années en arrière, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est tellement simple de faire de la pub que même C'est des ça. agences sont presque devenues euh, inutiles. C'est aujourd'hui en fait, moi je paye une agence simplement pour qu'ils supervisent mes publicités. Mais c'est tout. Et parce que ça tourne mais derrière en fait, ok il y a des stratégies, mais les stratégies c'est tout le temps les mêmes. Ok il va y avoir des petites fluctuations, mais quand tu commences à savoir lire les Ouais. publicités, tu commences à avoir une petite expérience, tu fais tiens on va essayer ça, boum ça fonctionne. Et élément évidemment que j'ai pas cité depuis le début, mais notre entreprise, si elle fonctionne aussi aujourd'hui, c'est parce qu'on est data centré à 100%. Je fais pas une action qui n'est pas trackable.
C'est ce que tu ne peux pas mesurer, tu peux pas le scaler. C'est la base. Et tout Donc, est mesurable. juste pour définir, quand on dit data centré, ça veut dire en gros centré sur les chiffres et une Ouais. analyse des chiffres pour prendre des décisions. Ouais, début d'année, on avait fait des projections, vraiment avec des chiffres que j'avais depuis 2-3 ans que je faisais des publicités, etc. On n'aurait pas eu la problématique qu'on a rencontrée au mois de novembre avec les problématiques de CPF, avec la mise en place de l'identité numérique qui a complètement défoncé malheureusement nos résultats, ainsi que beaucoup d'autres. On aurait fait les chiffres que j'ai évalués en début d'année. Alors que j'y connaissais rien la niche, avec les chiffres en fait que j'avais fait des deltas, donc ok, le point haut, le point bas, la moyenne, etc. Et je suis arrivé à, j'avais projectionné 800 000 euros de chiffre d'affaires. On est arrivé à 600 000 parce qu'on a fait une énorme chute sur les 2 derniers mois. Ouais. Ouais, ouais, ça, on y reviendra après parce que je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant. Il y a de plus en plus de personnes qui sont soit éligibles au CPF, soit Mm. intéressées par le CPF. Et puis on va voir que oui, ça peut être une aide, mais ça peut aussi être parfois un C'est un gros handicap. ouais, Ouais, cauchemar voire handicap. Donc je pense qu'on va y bien revenir sûr. juste après. Du coup, si je dois un petit peu résumer simplement, donc tu as l'idée. Ok, j'ai l'idée, la prothésie angulaire, boum, qu'est-ce que je dois faire parce que j'y connais rien. En gros, Mm. je trouve quelqu'un en un Mm. pour créer donc entre guillemets la partie formation et la C'est ça, partie et le cursus pédagogique. bien sûr. Boum, j'ai la personne, c'est parti. Une fois que j'ai créé la formation et le contenu pédagogique, bah, je mets en place une stratégie pour la vendre, C'est ça. c'est-à-dire bah, fixer un maximum d'appels téléphoniques du coup avec toi au début, c'est ça, hein, tu as pris quelques Au appels? début, ouais, j'ai une anecdote. Donc les premières ventes, c'est moi qui les ai faites. Euh, je me fais opérer le 1er février. Ouais. Donc je suis à l'hôpital pendant 3 jours. Donc on avait déjà trouvé une personne pour me remplacer. Sauf que donc je me fais opérer le 1er février. Le 2 février matin, je me réveille. Je vois qu'il n'y a pas eu de vente la veille. J'ai sous morphine ce que tu veux. J'ouvre mon ordinateur. Je commence à passer d'école et je fais une vente. Le 2 février, je fais une vente sur mon lit d'hôpital. Et ouais, t'as très bien résumé la chose de tout processus complet quoi. Donc c'est ça, c'est donc tu prends les premiers calls, donc du coup après ça vous l'avez délégué à une équipe qui Ouais, s'occupe de très vite. ça. Ça, c'est Et, après, et ouais, une très vite. fois que vous avez déterminé que l'appel c'était l'outil en fait qui vous servait à vendre, bah d'ailleurs vous mettez en place tout un tunnel de conversion sur lequel vous redirigez la pub dessus et qui vous emmène des appels de Voilà. filles majoritairement qui sont Ouais, intéressées pour devenir prothésiste angulaire. Aussi simple c'est que ça. ça. Aussi simple que ça. On n'a pas cherché compliqué. Une opt-in page, une publicité Facebook, et on s'arrête là. Et après, Boum, on teste, call. on teste, on teste. Ouais. C'est call, 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 call. Après, c'est une question de chiffres. On va convertir, on va aller voir un peu, ok, il y a combien de calls, combien on convertit, mon commercial, combien de temps il passe au téléphone, on va commencer avec des outils de tracking, d'appel, etc. Mais mon commercial, il n'est jamais laissé tout seul. Il a un script qu'on a rédigé dès le début. Le script, c'est juste un support pour lui. Après, il fait sa tambouille. Ça fait 1 an qu'on travaille avec un autre et elle est devenue vraiment une vraie experte dans ce domaine-là. Mais encore une fois, c'est à chaque fois qu'on voulait faire quelque chose. Moi, je suis de l'école où, à mes yeux, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui ont l'idée et qui ont les moyens directs de déléguer. Mais bon, quand on commence, ça reste compliqué, hein, trouver les moyens, on va pas se mentir. Mm. Maintenant, moi, j'ai la chance d'avoir aussi cette envie, cette curiosité de dire, ok, je lance, mais je veux le maîtriser pour ensuite trouver la personne et lui montrer que moi, je sais. Ouais. Et en fait, si la personne me dit en face, ah, c'est pas possible, je fais si, c'est possible, regarde. Et du coup, pour moi, t'as plus de crédibilité dedans. Moi, quand on a commencé les publicités Facebook, je l'ai fait pendant 6 mois avec ce business-là. J'ai pris l'agence, ils m'ont vendu leur truc, etc. Ça s'est super mal passé pendant les 3 premières semaines. Ils ont fait que de la merde. Sauf que je leur montrais par A plus B pourquoi. Et après, c'était bon. Après, franchement, là, c'est rare que je recommande les agences, mais avec eux, maintenant, ça se passe vraiment super bien. Parce que, en fait, je leur ai montré ce qu'il fallait faire, comment fallait le faire. Il n'y a personne d'autre qui le saura par toi, en fait. Ouais. Donc, si tu commences à déléguer dès le début, pour moi, c'est pas la bonne chose. Tu dois connaître ton sujet, et même en termes de crédibilité. Enfin, moi, c'est ce que je disais, quand je switch d'un sujet commercial à un sujet marketing, ou même aujourd'hui, ça me fait souvent sourire, mais un sujet d'onglerie, tu switches et les gens, ils sont là, mais putain, mais ils connaissent tout, en fait. Mais en fait, c'est pas que je connais tout, c'est que je connais peut-être les 10% dans chaque truc qui me permettent d'avoir la conversation et d'avoir l'idée et de pouvoir aller plus loin sur le sujet. Ouais, je te rejoins vraiment là-dessus et si tu me permets juste d'ajouter un truc, enfin de compléter avec mon propos, je pense que c'est méga important, du moins c'est mon point de vue, de maîtriser quasiment
tous les sujets de notre entreprise, c'est-à-dire du marketing à la vente jusqu'à la livraison de notre offre, à la partie finance et même sur les opérations du quotidien avec les équipes. Tout simplement, ça permet également de recruter les bonnes personnes parce que déjà, on peut identifier très rapidement déjà lors des premiers entretiens, est-ce que la personne en face, elle est compétente, est-ce qu'elle connaît son sujet, est-ce qu'elle a déjà la bonne expérience. Ça nous permet également de manager aussi mieux les gens. Parce que une fois qu'on sait faire, entre guillemets, on ne peut pas nous la faire à l'envers, on ne peut pas nous raconter la messe, hein, comme on dit. C'est exactement ça. Et c'est pour moi trop utile. Et puis il y a même un vrai enjeu, c'est que je prends un exemple tout con. Si on prend 3 choses à déléguer, on va dire le plus rapidement possible dans n'importe quel business en ligne, grosso modo, ça va être quoi? Ça va être les ads. Donc la partie publicité, généralement, c'est ce qui est délégué le plus rapidement. La vente avec des closers, des vendeurs ou des conseillers, peu importe comment on les appelle. Et puis souvent des coachs ou des personnes qui vont assurer le suivi client et entre guillemets le succès client. Et si on connaît déjà, je prends ces 3-là parce que généralement c'est les délégués, les rôles qui sont délégués le plus rapidement. Si on ne maîtrise pas nous-mêmes ces choses-là qui sont les basiques d'un business, c'est très très dur de le faire. Et moi je vois plein de gens qui s'explosent littéralement en vol ou qui disent que tout le monde est nul ou qu'il n'y a aucun prestataire qui sait bosser juste parce qu'en fait ils ne savent pas comment déléguer efficacement parce qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes, clairement. C'est comme à l'école, hein, il n'y a pas de mauvais élèves, il y a que des mauvais professeurs. Exactement. Et quand on est dans l'entrepreneuriat, en fait, s'il y a une erreur dans le business, c'est la tienne. Et moi, je connaissais ma zone de génie. J'ai eu la chance de m'associer avec un meilleur ami qui lui s'occupe de toute la partie finance, avocat, ou moi, enfin pas paperasse aussi, parce que il y a quand même beaucoup de paperasse pour que je puisse me focus là-dessus. Et c'est tellement complémentaire de trouver aussi la personne de confiance, parce j'en ai peu parlé jusqu'à maintenant, mais avoir une deuxième personne qui vous pouvez discuter des problèmes, partager des idées et surtout en fait vous avez chacun vos domaines de compétences et que moi j'ai pas à penser facturation, j'ai pas à penser ah ouais l'avocat faut que je l'appelle. Moi personnellement je ne sais pas comment font les gens qui sont tout seuls. Pour moi c'est pas possible aujourd'hui d'avancer tout seul parce que je préfère avoir 50% d'1 million que 100% de 10 000. Ouais. Tu vois, ou de 30 000, tu vois. Et c'est super important d'avoir vraiment la personne de confiance aussi pour démarrer. Et elle se trouve facilement au final, je trouve. C'est un sujet on a discuté ensemble, ça, le fait d'être associé. Il y a quoi? Il y a peut-être 2 mois en arrière. On a eu cette discussion-là de dire, voilà, moi je suis tout seul, toi vous êtes 2, est-ce que c'est plus facile? Quels sont les pour, quels sont les contre? Donc, du coup, là, tu as l'air de dire que oui, il y a beaucoup de pour d'être à 2, et je te rejoins aussi là-dessus. Alors que je suis seul, évidemment, il y a des contre. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais. Alors, attends, je vais te rejoindre là-dessus sur le fait qu'il y a des pour. Entre guillemets, je vais juste te faire mon petit partage de cette année, c'est ce que je t'avais dit, mais je vais le redire dans l'épisode. C'est que en arpentant un petit peu les différents groupes d'entrepreneurs en France, un petit peu à l'étranger aussi, aux US, etc. Cette année, enfin surtout l'année dernière, en 2022, je me suis vraiment mis en mode observateur et je me suis dit, ok, mais c'est quoi les caractéristiques de ceux qui cartonnent le plus en fait? Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Alors que quand tu les regardes ou que tu les écoutes, tu te dis, oui, ils ont l'envie, nanana, mais qu'est-ce qu'ils ont vraiment de plus que moi? Et une des choses que j'ai remarqué qu'ont la majorité de ceux qui cartonnent le plus, c'est qu'ils sont 2. C'est vraiment qu'ils sont 2. Donc après, qu'on veuille l'admettre ou non, qu'il y ait des pour et des contre, juste le résultat final, c'est que ceux qui cartonnent le plus sont 2. Ou du moins, c'est ceux qui vont le plus vite, c'est ceux qui actionnent rapidement, c'est ceux pour qui il y a aussi des résultats de ouf et qui sortent du commun. Donc je te rejoins tout à fait là-dessus, même si moi aujourd'hui je suis encore tout seul dans mon business, on en avait discuté et je compte bien trouver des associés sur les prochains business que je vais lancer. Mais en tout cas, je te rejoins là-dessus. Qu'est-ce qui, pour toi, fait la force d'une association? Donc, tu as dit la complémentarité dans les actions du quotidien. Donc, vous séparez déjà bien les choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont des gros points forts? En fait, les points forts, c'est aussi... l'entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose de très solitaire, de base. Donc, tu peux pas forcément parler à ta famille, à tes amis. Ça reste compliqué. Et rien que le fait... Je pense que le numéro 1, c'est la psychologie. C'est que quand tu as trouvé le bon associé, enfin, je suis pas marié, mais c'est ta femme en fait. Tu communiques tout le temps avec, sur tous les sujets. Et putain, mais là j'ai mal, là j'ai peur, là machin. Et en fait, on a quelqu'un à qui parler. Moi, c'est vraiment ça qui est super important. Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui parle énormément. C'est ce qui me reproche. C'est le reproche que j'ai, c'est que moi, je suis quelqu'un qui partage pas beaucoup mes avis. Mais c'est vrai que
avoir une personne sur qui on peut compter tous les jours, à n'importe quelle heure de la journée, c'est quelque chose qui est game changer en fait. Et t'es moins tout seul. Tu divises aussi la charge de responsabilité en deux. Alors on a chacun nos responsabilités, mais s'il y a une erreur qui est faite, en fait, on peut avoir confiance en l'autre pour dire ok, qu'est-ce qui s'est passé. Tu vois, on a ce feedback direct. On n'est pas tout seul devant notre écran. Putain, ok, j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Euh, et ça nous permet d'avancer plus vite, plus loin et, euh, et de manière vraiment exponentielle. Donc, nous, on se connaissait depuis 10 ans. On a fait l'armée ensemble. Donc, on se connaissait déjà très bien. Et c'est pas pour autant que ça s'est aussi bien passé 100% du temps. Il y a eu des Ouais. moments où on s'est engueulé. Enfin, c'est pas engueulé en criant, mais c'est en mode on n'était pas d'accord et ça allait pas. Mais voilà, c'est vraiment la communication, le fait de pas être tout seul, le fait d'avoir toujours une personne sur qui on peut compter. Et surtout, on n'a que 24 heures dans une journée, donc t'es à deux H24, ça te fait 48 heures par jour. Donc c'est Elon Musk qui disait ça, hein, il suffit de travailler deux fois plus que les autres, en une semaine, t'accomplis deux fois plus. C'est con, hein, bon, je paraphrase, c'est pas exactement ça la phrase, hein, mais il disait vraiment ça. Il y a ceux qui travaillent 10 heures par jour, il suffit de travailler 15 heures par jour et tu niques tout le monde. Ouais. Donc, et là-dessus, quand t'es deux, tu niques tout le monde en fait. Je sais pas si, bon, je pense pas qu'on ira là-dessus aujourd'hui, mais il y a un épisode qu'a tourné Romain Collignon sur son podcast avec le Ouais. fondateur de Bonne Gueule, justement sur la relation d'associés. J'ai trouvé Ouais. l'épisode extrêmement intéressant. Je sais pas si tu l'as entendu, mais en tout cas, j'ai trouvé ça. Je l'ai écouté il y a 2 semaines. Ouais, ouais. Ok. Donc après, sur les personnes qui pourraient écouter évidemment, enfin, éventuellement cet épisode-là et qui voudraient peut-être aller plus en détail sur la relation d'associés, comment la créer, comment la maintenir, comment la faire durer. Je pense que c'est C'est aussi ça, ça le plus difficile. Il bien y a un sûr. épisode qui est extrêmement intéressant avec le fondateur de Bonne Gueule, donc pourrait aller écouter ça. Du coup, ma question, c'est à dire, voilà, ça se passe pas bien 100% du temps. Oui, j'imagine que il y a des fois, il y a des désaccords. Il y a aussi peut-être des phases de business qui sont un peu down, comme dans tout business du monde. Bien sûr. Comment ça se passe du coup quand on est deux dans un cas de figure comme ça? Je prends l'exemple, si on doit citer, là tu disais tout à l'heure, voilà, le CPF, ça a été un peu la merde. Comment on gère une situation comme ça à deux du coup? Eh ben, déjà, la base, c'est encore une fois, c'est la communication. C'est vraiment la base, c'est juste en parler. Ouais. Rien que ça. Ok, je comprends pas, il y a ça qui se passe. Ok, comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On note les idées. Euh, Rien que ça, t'es pas là à te morfondre chez toi tout seul. Putain, je suis tout seul, je peux pas en parler aux personnes qui travaillent, avec qui on travaille parce qu'on a une responsabilité envers eux et on veut pas les déranger avec ça. Elles comptent sur nous aussi, hein. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir des gens qui comptent sur moi pour avancer. Ouais. Tout seul, j'ai du mal. Par contre, quand je sais que quelqu'un compte sur moi, je te lâcherai pas. C'est quelque chose qui, pour moi, j'ai appris ça de moi. Et, ouais, donc c'est vraiment communiquer de manière transparente. Et encore une fois, il y a un truc qui est très important, c'est que euh, on a aussi appris à penser que, ok, si ce qu'il me dit, je suis en train de penser qu'il me parle mal, c'est que c'est moi qui ai mal compris. Tu vois, c'est un peu quand tu me dis ça, j'entends ça. Et ça a été aussi un game changer pour nous en fait. Parce qu'au début, il nous disait ouais, mais tu m'as dit ça. Mais je t'ai dit quoi? Il n'y a pas plus tard que genre 2 semaines, on a une conversation, des fois des conversations difficiles. Et à un moment, je dis une phrase et il me sort putain, mais ça me blesse trop ce que tu viens de me dire. Je fais, pardon? Mais de quoi tu parles? Il fait ouais, tu me dis que tu peux faire ça euh, en gros, tu peux faire ça sans moi. Non, 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 non. Je fais non, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que je pouvais trouver 20 personnes qui peuvent t'aider à ça. Lui avait interprété que j'ai trouvé 20 personnes qui pouvaient le remplacer. Ouais. Et le fait que lui se sente à l'aise à me dire tu m'as blessé en me disant ça, rien que ça a permis de faire avancer la chose en mode enfin même pas avancer la chose, de résoudre le problème instantanément. Je suis attends, non, non, c'est pas ça. Toi t'as compris ça, mais moi ce que je te disais c'était ça. Et on a une relation qui est comme ça. Moi je suis quelqu'un de très cash surtout avec lui. Euh, mais on a appris à le, comment dire, à, difficile à trouver le mot, à faire avec, j'ai envie de dire. Ouais. Et encore une fois, c'est toujours à penser que, ok, si je me sens mal par rapport à ce qu'il vient de me dire, c'était pas ce qu'il voulait que je ressente. Et grâce à ça, en fait, ça nous permet de dire, ok, là je me sens comme ça, est-ce que tu peux me réexpliquer différemment? Et comme je disais, c'est un couple. C'est un couple et
Enfin, pour rien au monde, j'aurais choisi une autre personne. Et c'est puissant, c'est puissant, ça fait des gros ascenseurs émotionnels. Mais au final, c'est l'associé qui est là, quoi. Est-ce qu'il y a une fois où il y a eu une sorte de clash ou une mésentente qui aurait pu faire tout partir en vrille? Euh, Tout partir en vrille, non. Mais ouais, il y a des clashs. Moi, je suis quelqu'un où quand je veux aller dans une direction, en fait, des fois, j'ai pas envie d'en discuter. Je sais qu'on va là et j'ai pas besoin d'en parler. Et forcément, bah, quand t'es associé à côté et que toi, tu vois la chose, tu fais mais on en a pas discuté. Et moi, je dis mais il en a pas besoin. Regarde, c'est en cours, ça se passe bien, voilà. Et là-dessus, en fait, à un moment donné, bah, la personne en face, elle se sent pas forcément impliquée. Alors que le but, c'était pas de pas l'impliquer. Le but, c'était en fait de faire avancer le business dans la direction qu'on voulait en fait, sans forcément le partager parce que j'y voyais pas le besoin. Mais quand ça se répète une fois, deux fois, trois fois, bah ça fait mal. Peu importe qui c'est qui le fait en fait. Donc c'est encore une fois, il faut en discuter. On trouve le moment, ok. Là, on discute pas assez. Là, il faut vraiment qu'on trouve le temps. Et c'est lui qui me rappelle à l'ordre. Parce que moi, si c'était moi, des fois, j'appellerais pas, je resterais dans mon monde et j'avancerais. Et c'est lui qui me rappelle à l'ordre et fait, hey, je suis là. Donc, bah, il faut qu'on puisse échanger, il faut qu'on puisse avancer. Tu as dit un truc qui m'a vraiment fait tilt et puis je me le suis renoté là pour pas oublier de revenir dessus. Mais tu as dit, pour moi c'était clair, on va dans cette direction et voilà, ça fonctionne, ça roule, je sais où on va, Mm. etc. Et j'ai souvent eu en fait j'ai tout le temps un petit peu ces mêmes sentiments-là, c'est que bah, toi tu as ton idée, tu es clair, etc. Alors toi c'est dans les associés, mais moi par exemple c'est que les gens qui travaillent avec moi, c'est-à-dire mon équipe, Mm. souvent bah, moi j'ai mon cap, mais en fait Voilà. j'oublie, c'est tellement logique pour moi, c'est tellement la marche à suivre, il y a tellement pas d'autres solutions dans ma vision, qu'en fait j'en oublie même d'informer les autres ou d'en discuter, et en fait je me rends compte que des fois je perds les gens. Pire, ce que moi je me suis rendu compte, et ça je l'ai vraiment appris à mes dépens depuis 3-4 ans maintenant, c'est que en fait on fonctionne pas tous pareil. Mm. C'est-à-dire en gros, ma manière de penser et ma manière d'agir est complètement différente de n'importe qui d'autre de mon équipe, et personne n'a la bonne façon de faire. Mais c'est juste qu'on a des façons différentes. Et je me rappelle d'une fois une discussion avec un gars de mon équipe qui s'appelle Julien. C'était il y a 3 ans. Je me rappellerai, je venais de poser ma voiture au garage. Ils en avaient pour 1 heure. J'étais parti faire un tour. Je me dis, il faut que je l'appelle, j'en ai marre. Il comprend rien. Il y a rien qui avance. En gros, c'est un appel que j'ai pas du tout envie de faire. Je prenais plus de plaisir à discuter avec lui, etc. Et en fait, dans l'appel, je lui dis, OK, qu'est-ce qu'il y a que tu comprends pas? Mais il me dit, en fait, je comprends rien de ce que tu fais. Et je lui ai dit, bah, ça tombe bien, moi non plus. Mais en fait, on s'est juste rendu compte qu'on voulait aller au même endroit, mais qu'on ne fonctionnait pas pareil. Donc, on avait besoin de discuter beaucoup plus et comprendre comment était câblé l'autre pour pouvoir arriver à un truc qui avance bien. Et en fait, on Mm. bosse ensemble depuis cette période-là. Il n'y a jamais eu un accro depuis parce qu'on a pris le temps de découvrir comment l'autre fonctionnait, d'accepter qu'on fonctionne différemment et du coup bah, d'adapter un petit peu la relation et la communication en fonction de ça. Et je trouve ça vraiment, vraiment pertinent. D'ailleurs, j'ai appris ça aussi cette année, dans n'importe quelle relation d'associé, d'équipe, etc. Et ça, c'est notamment bah, justement dans le mastermind de Russell Brunson que j'ai vu ça. Chaque personne qui rentre dans l'équipe, associé, équipe, etc., ils leur font faire des tests de personnalité, style DISC, je Mm. sais plus comment ça s'appelle, les tendencies, là, 16 tendencies ou un truc comme ça. 16 Personalities. Ouais, Je kiffe. voilà, Il est vraiment voilà, excellent. Strengths Finder, des choses comme ça, Ouais. de manière à ce que tout le monde connaisse tout le monde, les forces, les faiblesses de chacun et comment chacun fonctionne, de manière à ce que, bah, en fait, ils puissent facilement interagir, plus facilement du moins interagir ensemble. Et je trouvais ça passionnant parce que quand tu te lances au début, tu fais tout à l'arrache, quoi, tout au feeling, et puis en fait, des fois, tu te rends compte que ça casse et Mais tu vois, bah, nous on l'a fait justement donc 16 personnalités. Où moi je vraiment kiffe cet exercice. En fait, on l'a fait faire à toutes les personnes qui travaillent avec nous. Et après, on a fait une lecture en présentiel avec tout le monde, etc. Et avec mon associé, ce qui est très drôle, c'est qu'on est la même personnalité, mais avec la petite différence entre les deux en fait. Il y a bon, genre moi je suis A, lui il est B, mais ce qui fait qu'on a l'impression de ne pas du tout être pareil, alors que pourtant on a la même personnalité. Donc c'est assez flagrant en plus quand tu lis le truc, tu fais putain mais c'est exactement moi et lui aussi c'est exactement moi. C'est ok. Donc toi, moi quand je fais ça, toi ça fait ça. Moi quand je fais ça, nanana. Et tu vois, je rebondis sur ce que tu disais. C'est aussi à travers la communication. Moi, je lâche prise sur ce qu'il fait. Je lui demande pas ce qu'il fait. C'est les résultats qui comptent. Et au début, lui, il avait du mal avec de mon côté en fait. Il avait besoin de comprendre ce que je faisais. Et moi, je dis non, t'as pas besoin. C'est en mode non, laisse-moi faire mon truc. J'ai pas envie de passer mon temps à t'expliquer. Lâche prise sur ça. Et il avait du mal. Et pourtant, à chaque fois qu'on discutait, il me filait des idées. Tu sais, parce que tu sais, bah, c'est le cerveau tout neuf sur un sujet. ouais. Et tu fais putain, mais j'avais pas vu ça comme ça.
Mais malgré ça, pour moi, c'est pas un réflexe de demander l'avis en fait, parce que il y a une direction, il y a un truc, et pouvoir avoir cet équilibre entre lâcher prise sur un sujet et en même temps donner une idée sur le sujet, ça reste extrêmement contre-intuitif et tellement nécessaire. Et même moi, j'apprends encore aujourd'hui. Je suis pas sûr d'avoir été clair dans ce que j'ai dit là, mais euh, mais ça reste quelque chose que je travaille encore, où c'est très difficile pour moi. Et je sais que avec personne d'autre, enfin, en tant que premier associé, heureusement que je suis tombé sur Thomas en fait, parce que putain, je pense qu'il y en a plein qui m'auraient insulté. Qu'est-ce que t'es, toi? Est-ce que tu te rappelles un peu des profils que tu es? Moi, si je dois te le dire comme ça en estimation, je pense que tu dois être beaucoup de dominants rouges et tu dois avoir aussi un petit peu de, pas de stable, mais tu sais, Moi, j'ai je oublié suis le vert dernier, et rouge. comment il s'appelle, mais Alors dans le disque, je suis vert et rouge. Et en sex personality, j'ai le profil. Ah merde, putain, en plus j'aime bien celui-là. C'était celui que je voulais être. J'étais déjà rigolé à la fin. Mais c'est protagoniste. ok. Il me semble que je suis protagoniste et quand tu lis le truc, tu fais mais c'est tellement ça. Et j'ai fait plein d'autres exercices hein, avec dans d'autres éléments, mais ça se recoupe. Ouais. Et moi, je suis là, vert, action, et rouge, forcément un tout petit peu dominant. Oui, non. Tout petit peu. J'ai oublié le nom du dernier, je crois que c'est le bleu, là, les plus, on va dire les minces, comment on appelle ça? Ah, après, moi j'avais fait avec les 5 portes là, mais le disque que je mets avec donc le Les rouge que je trouve ingénieurs, vraiment. tu sais, parce que Ouais. toi, c'est très, très chiffre, très data, très, très logiciel. Ouais, et pourtant, je sais pas, pour moi, je me définis pas comme un ingénieur, quoi. Ça Mm. qui est drôle. C'est que je trouve du repos dans les chiffres. J'ai un cerveau qui réfléchit beaucoup, malheureusement. Pour moi, c'est vraiment malheureusement. Et des fois, c'est très compliqué. Et le fait d'analyser les chiffres, ça me calme, en fait. Ça me calme, je sors de l'émotion, et tout de suite, les choses sont plus claires. Et ça permet de prendre de meilleures décisions. Est-ce que tu aurais, du coup, et là je vais enchaîner là-dessus, est-ce que tu aurais, alors on va basculer sur la partie chiffres, parce que c'était vraiment quelque chose Hum, que je voulais discuter avec toi. Donc tu es très analytique, les hum, chiffres prennent les décisions pour ton business, on l'a déjà bien compris ouais. dans ce que tu as pu partager. Est-ce que, alors je vais te poser la question en deux étapes. Ma première étape va être quels sont les chiffres minimum à connaître quand on gère un business en ligne ou même un Hum. business de manière générale. Donc, quels sont les datas minimum, le minimum syndical qu'il faut connaître. Et la seconde partie de ma question va être quels sont les outils les plus simples pour traquer ces datas. Au niveau des KPI à avoir, donc au cas où, hein, les Key Performance Indicators, je dirais il y en a il y en a pas tant que ça. Euh, Au niveau des publicités Facebook, forcément, hein, déjà, il y en a une à connaître, mais à faire attention. On parle souvent du CPL, donc le coût par lead. Il est intéressant à connaître, mais donc il faut le poser. C'est pas lui qui va nous faire prendre des décisions. Il y a le CPL, ensuite le CPA. Le CPA, le coût par acquisition. Et c'est celui-là qui va être super important. Parce qu'on peut avoir un CPL à 2 euros et un coût d'acquisition derrière à 150 euros. Donc le mec il va se dire putain à 2 euros, vas-y, je balance la publicité, c'est trop bien, je touche le lead à 2 euros, je suis serein. Mais derrière, il paye quand même 150 euros pour le transformer en client. Alors que si il payait le lead 5 euros, 10 euros, mais que derrière il a un CPA à 50 euros, 60 euros, et je veux avoir un lead à 10 euros en fait. Donc ça c'est super important. Ensuite au niveau toujours de la publicité Facebook, il y a le CPM, le coût par mille. Super important aussi. Généralement on dit que quand tu as un CPM qui est au-dessus de 10, ta publicité, ton visuel, il est pas bon. Et le CPC, donc le coût par clic, ça va être ton texte. Donc en dessous de, alors je peux pas dire de bêtises, mais en dessous d'un euro, ça commence à être bien, tu vois. Vraiment, on va être bien. Donc voilà, les publicités, CPA, CPL, CPM, CPC. Ensuite, tu as la page d'opt-in. Page d'opt-in, formulaire, tu vois. Là, je considère que c'est une bonne page à partir de 20 à 25% de conversion sur la page. Donc 20-25, t'es bien, t'es serein. Tu fais en sorte de l'optimiser, de l'améliorer. Là, t'es littéralement à essayer de chercher le 1%, 1%, 1%, 1%. Et après, comme nous, on travaille avec des commerciaux, donc ça va être le taux de décrochage. Donc ça, c'est un peu plus, on va dire, un peu plus élevé au niveau des KPI. Hein, mais ok, le taux de décrochage, le taux de no-show, ce genre de choses. Mais déjà, si tu as la partie Facebook, CPM, CPC, CPA, CPL et le taux d'opt-in sur ta page, bah, c'est le minimum en fait. Ensuite, bah,
un outil tout simple, un spreadsheet. Ouais. Un spreadsheet Google, c'est vraiment le b.a.-ba où on va vraiment noter ça de manière vraiment régulière. Euh, Au début, moi, ce que je faisais, c'était au début, t'es un peu. Ce qu'il faut faire attention, c'est ne pas faire du jour le jour. Tu regardes au jour le jour, mais tu prends pas de décision au jour le jour. C'est super important. Parce qu'une publicité, ça peut mettre jusqu'à 3 jours pour être optimal. Donc si tu as une première journée à... Alors je dis pas que si tu as un lead à 100 balles la première journée, tu continues. Non, clairement. Mais si tu as un coup de lead à 20 balles, ok, ben, non, il faut avoir avoir les couilles en fait de dire non, je reste 3 jours. Je reste 3 jours parce que je veux tester le truc. Mais en outil de tracking, maintenant c'est l'agence qui fait ça, mais je sais qu'elle utilise, va être sur, comment il s'appelle, Google Data Studio, où c'est gratuit. Ça demande beaucoup de mise en œuvre par contre. Donc pour commencer, clairement pour commencer, c'est manuel. Même moi, ça me fait chier de le dire, je pense que Je, tu me je- connais. je sais que nous, on le fait manuellement aussi hein, à l'heure où je parle. Hein, donc, Ouais. je Mais moi, sais. c'est dès que c'est manuel et répétitif, moi j'automatise. C'est quelque chose, c'est pour ça aussi qu'on a réussi aussi vite. Mais c'est manuel et ça prend pas tant de temps que ça. Mais il faut prendre quelqu'un pour le faire. Tu prends un, un assistant virtuel, sa tâche c'est de noter les KPI que tu lui auras dit. Tu lui auras fait la procédure, ok, chaque jour, tous les 3 jours, tu vas me remplir ce tableau-là. Et après, tu prends la décision. Nous, chez nous, c'est donc Julien de l'équipe dont je parlais tout à l'heure, qui en Ouais. fait chaque semaine, chaque vendredi récupère toutes les datas dont on a besoin. Donc en fait celles qu'on va Mhm. chercher. Donc au niveau du marketing, on traque aussi nos réseaux sociaux, on traque aussi sur la partie sales, donc les vendeurs. Pareil comme toi, hein, le show up rate, le taux de conversion, C'est ça. le nombre de ventes. Puis derrière aussi sur la partie suivi client, et puis quelques autres datas sur la partie opération. Et toutes les fins de semaine, donc lui il prend 1 heure, il ramène tout ça dans le document. Comme ça, dès le lundi, dans la réunion d'équipe, bah, boum, on a un document qui est à jour avec toutes les datas de la semaine précédente et on fonctionne du vendredi au vendredi comme ça. Donc pas Ouais, automatisé, on va dire que c'est systématisé. c'est ça, mais c'est Et moi important. j'aime bien. Ouais. Mais en fait, c'est systématisé quelque part, c'est automatisé pour toi, parce que c'est pas toi qui le fais. Non. Donc, t'as mis quelqu'un en place et c'est suffisant. Donc, ça reste bien. Je voudrais creuser un sujet avec toi dont tu as parlé. Moi qui entre guillemets, moi, a toujours fait entre guillemets ma force, si je peux me permettre. Tu as parlé du coût du lead au niveau Ouais. de la publicité Facebook. Et tu as dit quelque chose que je trouve mais tellement vrai et que trop de personnes ne comprennent pas malheureusement, c'est qu'en fait, on s'en bat les couilles du coût du lead tant que derrière on convertit. Moi, je vais parler de coût d'acquisition client. Je pense qu'il est, en tout cas de mon point de vue, hyper important de comprendre combien nous coûte un client. Et à partir du moment où on sait combien ça nous coûte, donc un coût d'acquisition client, qu'est-ce que c'est? C'est en gros combien j'ai payé pour ma pub, combien m'a coûté mon rendez-vous, combien m'a coûté la personne qui gère mes campagnes de pub et tous les outils marketing que j'utilise pour convertir quelqu'un. Grosso modo, comment on le calcule? On prend tous les clients qu'on a eu sur la dernière année ou sur les derniers 6 mois, on le divise par tout le budget marketing qui a été dépensé et on sait combien nous coûte un client. Et je trouve ça tellement puissant de connaître cette donnée-là. À titre d'exemple, par exemple, chez moi, un client va me coûter entre 400 et 460 euros à peu près, tout compris. Et là, C'est-à-dire, les gens, ce qu'il y a, c'est que là, les gens vont se dire, putain, mais c'est énorme. ouais, bah, je vais expliquer du coup. Je vais Ouais. expliquer, ouais. Mais en plus, c'est énorme. Mais il y a une règle en business qui est extrêmement importante de comprendre, c'est que plus on est en capacité de payer cher pour attirer un nouveau client, plus on est sûr de gagner sur notre marché. Je m'explique très simplement. Aujourd'hui, moi, j'ai un lead qui va tourner entre 6 et 10 euros, à peu près, sur l'année. Qui vaille 5 ou 13 ou 14, ça ne change pas grand-chose. Parce que je sais que en moyenne, je vais dépenser environ 400 euros pour avoir un nouveau client. Ça inclut ma pub, la personne qui gère mes campagnes de pub, donc l'agence. Ça inclut la commission pour la personne qui vend au téléphone. Et ça inclut un peu tous les outils marketing qu'on utilise en amont d'une vente. Grosso modo, je sais qu'un client me coûte 460. Mais si j'ai une offre derrière qui me permet, parce qu'elle est plus élevée en termes de prix, généralement, moi j'aime bien dire qu'il faut avoir au moins 3 fois le coût d'acquisition en Mhm. CA collecté derrière. Ou alors, parce qu'on a une offre qui est récurrente avec des gens qui restent très longtemps et qui nous rentabilisent, bah, encore une fois, au moins 3 fois notre offre, le coût d'acquisition, on est tranquille. Et en fait, je vois beaucoup. Pourquoi je partage ça? C'est que je vois beaucoup de personnes qui paniquent dès qu'ils voient un lead qui augmente ou qui connaissent même pas leur coût d'acquisition client. Et en fait, quand on ne connaît pas ça, bah, c'est impossible de scaler une activité ou c'est Mais impossible tu de vois, pousser la machine. c'est tellement vrai. La dernière fois, je te laisse finir, excuse-moi, hein, mais dans un des masterminds, en fait, il y a un mec, il avait tout son tableau, mais le tableau parfait, tu vois, comptabilité, etc. Et sa remarque, ça a été, j'ai tous mes chiffres, mais je suis pas rassuré. Pourquoi? Et en fait, je regarde son tableau, je suis, ouais, ces chiffres, ils sont bien.
Mais en fait, il manquait tous les chiffres qu'on est en train de parler en fait. Ouais. Il était incapable d'avoir la liste de ces KPI-là. Donc, les gens qui doutent sur leurs résultats, les KPI, c'est la base qui nous permettent de prendre des bonnes décisions. Et je te laisse finir et après je rebondis sur Ouais, encore un c'est autre. ça. Moi, c'était simplement dire qu'en fait, déjà, si on prend d'un point de vue marketing-vente, le fait de connaître son coût d'acquisition client, c'est juste extrêmement important. Là, autre chose que moi, je veux ajouter, pourquoi aujourd'hui, sur mon marché, je suis dans le top 1, voire top 1 ex aequo avec un de mes concurrents, euh, c'est simplement qu'en fait, on maîtrise nos chiffres et qu'on peut dépenser beaucoup plus de pub notamment et de marketing que la grande majorité de nos concurrents parce qu'on maîtrise nos chiffres, parce qu'on est rentable et parce qu'on n'a pas peur de dire ok, je vais pousser mes ads pendant un moment de manière à être omniprésent, sortir la concurrence parce qu'ils vont pas pouvoir s'aligner à moi et c'est tout en fait. Et ça c'est juste extrêmement important de connaître ces chiffres pour être en capacité d'être rassuré pour le faire. Mais je suis tellement d'accord avec toi et moi ça devient presque aussi pour moi aussi on va dire un défaut dans le sens où vu qu'en fait les actions qu'on fait marketing, on a tout qui est traqué. Ça donne envie justement de ok, bah, quand je fais une action, je le vois. Mais dès que j'ai une action que je vais faire où je sais pas comment la traquer, ah, j'ai du mal à la faire. Hein. Ah oui. Ah, ouais, par contre là, je fais putain, je suis en train de faire un truc et ça m'arrive souvent en ce moment. C'est, je suis en train de faire un truc, je connais pas le résultat. Et en fait, j'ai foi en mon projet. Et on va dire le résultat. Enfin, donc, ce qui va me driver, c'est la foi en ce que je fais. Mais je n'ai aucune idée aussi du résultat sur le moyen terme. Alors que sur le marketing, tu fais un clic, tu fais un changement de mots, boum, tu vois le changement. Ouais. Donc c'est un truc qu'il faut faire attention aussi, mais qui reste à prendre en compte. Et également, quand on fait des publicités, moi une des questions que j'avais souvent eu quand je m'occupais des pubs, c'était quel budget je dois mettre pour avoir des résultats. Et je fais mais c'est clairement pas la bonne question. La bonne question c'est déjà c'est ok combien tu veux faire. Ok, je veux faire 30 000. Ok, on part de là. On part de la fin. Et en fait, en partant du principe que, ok, je décide de faire 30 000, je fais ce qu'on appelle donc du reverse engineering. 30 000, ok, je convertis à temps, je fais temps, et on arrive sur le budget. Et il n'y a plus de devinette. Il n'y a pas de je dois mettre combien. Non, c'est pas tu dois mettre combien, c'est je vais faire 30 000. Je sais que mon panier il va convertir à 4%. On va faire un BMW, hein, 4, 6, 8. Ensuite, ok, j'ai besoin donc j'ai tant de clients, mais pour avoir tant de clients, j'ai besoin de tant de leads. Pour avoir tant de leads, avec un coût du lead entre 6 et 10 euros, eh ben, je dois mettre la somme. Et plus de questions à se poser. Il y a encore trop de personnes qui sont en train de, je sais pas combien je dois mettre, mais combien tu veux faire? Et après, plus de questions à poser. C'est vraiment c'est quelque chose qui n'est pas assez pris en compte aujourd'hui et pourtant qui est tellement simple à avoir la réponse. C'est clair. Je rebondis encore là-dessus et je trouve que c'est vraiment cool cet échange. C'est, comme tu le sais, on fait partie de différents groupes de mastermind, d'entrepreneurs, etc. Et c'est vrai que moi, je suis, y a des choses que je ne comprends pas parfois, notamment quand il y a des discussions autour de voilà, mon business il décolle pas parce que je suis pas aligné, parce qu'il y a ci qui m'embête, ci, ça. Et souvent, on n'a pas cette prise en considération des chiffres. Je trouve que, en tout cas, c'est mon point de vue. Ok. Je trouve que pour l'instant, en France, dans l'infopreneuriat, on ne fonctionne pas suffisamment comme de vrais entrepreneurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le business, ça reste OK. Il y a besoin d'être aligné, il y a besoin d'être passionné, il y a besoin d'apporter de la valeur, il y a besoin de fournir des Ouais, efforts, il faut etc. faire de la thune. Mais Il faut voilà. faire de la thune Et aussi. ça reste, non, aussi, et puis ça reste aussi des chiffres. Ouais. Le business, c'est des chiffres. Et tant qu'on ne comprend pas les chiffres clés d'un business, on parlait, donc tu as parlé des chiffres marketing tout à l'heure, tu as parlé des chiffres sales, il y a d'autres chiffres au niveau des opérations, il y a d'autres KPI clés selon la boîte et selon les KPI qui sont importantes pour notre structure. Mais Le NPS, avec et satisfaction le client, NPS, etc. etc., qui sont des secondaires. Mais par exemple, je prends un coût d'acquisition client, une LTV. Par exemple, c'est Oui, des choses que d'accord. si on ne les connaît pas, on peut rien faire. Et en fait, c'est juste mathématique. Et ça, pour n'importe quel business. Donc, des fois, on a beau un petit peu pleurer à droite à gauche en disant si, ça. Au bout d'un moment, si juste tes chiffres sont pas bons, tes chiffres sont pas bons. Et tant qu'ils seront pas bons, ce sera jamais bon. Et en tout cas, voilà, moi, je sais que je suis parfois un peu désaligné avec certains trucs et je suis pas forcément. Je trouve qu'on est en retard en fait, pour être tout à fait transparent avec toi, dans l'entrepreneuriat. Et je trouve qu'on n'est pas suffisamment justement entrepreneur. Beaucoup se disent entrepreneurs en ligne, mais je trouve qu'on n'est pas suffisamment entrepreneur en Bah, en ligne fait, tu vois, en France. je suis tellement d'accord avec ce que tu dis parce que pour moi, il y a une vraie différence entre infopreneur et entrepreneur. Ouais. L'infopreneur, quand il va dépenser de l'argent, pour lui, c'est vraiment une dépense. C'est pour ça que j'utilise ce mot. Ouais. C'est une dépense, c'est son argent, putain, j'ai peur, etc. L'entrepreneur, lui, c'est OK, faut que je mette 10 000, je mets 10 000.
et ça va revenir. Parce que j'ai foi en mon projet, je me donne les moyens, je sais que ça fonctionne, j'ai mes chiffres. Et là, ça fait la différence. Et aujourd'hui, je sais qu'on a peut-être fait, comme je disais, 600 000 de chiffre d'affaires. C'est du chiffre d'affaires. Parce qu'on a su dépenser énormément en amont. Donc, moi, je pense qu'un infopreneur aujourd'hui n'est pas capable de ça. Parce que c'est le premier niveau, et c'est OK. Mais si l'infopreneur, derrière, il veut aller taper le fameux 100 000 euros, le mythe du 10 000 euros, etc., j'appelle ça bien un mythe, je suis un peu sceptique avec ça. Mais il faut savoir dépenser. Dépenser intelligemment, donc investir en fait, et avoir foi en son projet. J'en parlais avec une personne la première fois, moi je suis pas quelqu'un de religieux, mais j'ai découvert la foi avec l'entrepreneuriat. Et c'est game changer en fait. Une fois que tu as compris ce que c'était, tu dis non mais en fait je sais que ça va marcher. J'y vais, à fond. Ok, 10 000, vas-y c'est bon, je signe. Et ok, 10 000 par-ci, 15 000 par-là, 20 000 par-là, donc ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Ouais. Parce que je suis putain, je préfère m'acheter une bagnole ou une belle télé ou un beau setup. Mais ta foi, tu dis ok, ça va revenir en 3 mois. Parce que tes chiffres, tu les as posés en amont. Et quand tu as des victoires, et ben tu regardes, tu fais ok, ça c'est bon, j'ai eu raison. Là, ça passe, allez vas-y. Je mets 10 000 et on teste. Et on passe de 4 000 de pub à 8 000 de pub. Ça fait c'est du simple au double, hein. Mais on sait que derrière c'est bon. Bah go. L'infopreneur, lui, ça va être oui, mais il va commencer à parler chinois. Et derrière, c'est le prestataire, c'est le machin. Non, c'est toi. C'est con, c'est chiant. Je suis le premier des fois aussi à le dire. Ouais, des fois prestataire. Ah oui, mais non, c'est moi. Mm. Je suis le responsable de l'intégralité de mon business. C'est hyper intéressant. Et comment t'appellerais ça? Alors, je sais qu'en anglais, on dit c'est le mot qu'a utilisé Quentin dans l'épisode que j'ai fait avant le podcast. Il a dit l'extreme ownership. Le fait de prendre l'entière responsabilité de ce qu'on fait. Et moi, ça me parle bien. Parce que, comme d'hab, on est tous au contact, par exemple, de nos membres, collègues, même, je pense, à d'autres entrepreneurs qu'on peut connaître. Et souvent, c'est la faute des autres, ou c'est la faute de la période, c'est la faute du CPF, c'est la faute de toutes ces choses-là. Le CPF, c'est souvent de sa faute. C'est la faute de beaucoup de monde, et je trouve que très peu de personnes comprennent l'importance de prendre la responsabilité nous-mêmes, parce que c'est quand même nous qui avons fait tous ces choix-là, hein, du choix du prestataire, à la façon dont on a géré la relation avec lui, en passant par le choix de rejoindre le CPF, le choix de gérer avec le CPF, toutes ces choses-là. Et en tout cas, c'est cool que tu le partages, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient que c'est eux qui sont entre guillemets 100% responsables de tout. C'est ça, moi, le premier réflexe que j'ai quand il arrive une couille dans le business, c'est qu'est-ce que j'ai fait de mal. C'est vraiment ça, c'est pas... alors forcément, je suis vénère, il fait chier, etc. Mais je suis putain, mais où est-ce que j'ai merdé? Et je vais aller trouver alors, des fois, c'est pas forcément de la merde, ça peut aussi arriver, on va pas se mentir, que le mec a clairement fait de la merde. Ouais. Mais là, le premier réflexe, ça doit toujours être, ok, c'est le souci vient peut-être de moi. Où est-ce que je peux améliorer la communication? Limite, après aussi, en discuter avec la personne qui est responsable de la tâche. Ok, qu'est-ce que tu as compris? Comment je peux m'améliorer la prochaine fois? Il y a ça aussi, c'est pardonner la première erreur. Et après, en fait, une fois c'est une erreur, 2 fois c'est une faute. Donc, il y a une grande différence entre les deux. Et c'est pardonner l'erreur, justement. L'erreur, mais après, tu montres, ok, la prochaine fois, tu fais comme ça. Et ça se passe une deuxième fois, mais parce qu'il y a eu un cas. Ok, pourquoi ça s'est passé une deuxième fois? Ah putain, j'avais pas vu ce cas-là. Putain, mais il l'a pas anticipé, bah ouais, mais moi non plus. Ok, bon moi je fonctionne comme ça. Et ça marche 99% du temps. On va arriver gentiment sur la fin de l'épisode, et j'ai encore 2 questions que j'aimerais te poser. La première, c'est tu as eu la chance de collaborer avant de lancer ta structure avec d'autres infopreneurs, entrepreneurs. Ouais. Du coup, je sais plus trop comment appeler pour moi, c'est des entrepreneurs du coup. Et notamment des personnes qui sont relativement connus pour ce qu'ils font, et c'est des gens qui ont des résultats qui sont aussi remarquables. Étant donné que tu as eu, entre guillemets, une vue d'ensemble, je dis beaucoup entre guillemets, il faut vraiment que je le supprime, ce mot. Entre parenthèses. Non, il faut que je le remplace. Faut que je le supprime. Maintenant, je m'entends le dire, donc c'est la prochaine étape, c'est que je vais réussir à le supprimer complètement. Maintenant que tu as eu une vue d'ensemble et puis que tu as pu repérer des schémas, des comportements, des actions, des façons d'agir de ceux qui ont le plus de succès dans ces business-là, est-ce que tu aurais quelques trucs à partager, de dire, ok, ceux qui ont le plus de réussite fonctionnent comme ça, ou j'ai remarqué ça, ou il y a tel comportement, tel trait de caractère, telle croyance, manque de croyance, justement, tu vois. Je vais reprendre ce que j'ai dit un peu plus tôt, c'est la foi en fait. C'est putain, mais en fait j'ai pas le choix, je vais réussir. Et il y a aucune autre possibilité. J'ai foi en moi. Ils ont foi en eux en fait. Et peu importe ce qu'on va leur dire,
ce qui va se passer à la fin, ils croient en eux et en leur business. C'est vraiment la chose pour moi qui est la plus Celle que tu retrouves ouais, partout c'est ce qui se aussi. retrouve dans tout le monde. C'est vraiment ok. Bah, il y a ça. Après, il y a aussi ils savent écouter. En gros, quand ils sont dans une position du coup de dirigeant, donc ils ont la responsabilité, mais ils savent écouter. C'est ok. À la fin, c'est moi qui prends la décision, mais donne-moi ton avis. Et des fois, ils vont passer à l'action avec ce que tu leur as dit. Des fois, ils vont prendre en considération. Puis non, bah, en fait, ils ont la vision d'ensemble. Ils ont plus d'éléments. Donc ça, c'est important. Mais pour moi, vraiment, le point central, c'est vraiment la confiance en eux, la confiance en ce qu'ils font, et l'envie de donner un produit de qualité. C'est quelque chose de très très important. Hein. On en a très peu parlé, mais l'envie d'être sur un business et se dire on est les meilleurs, et d'être serein avec le fait de le dire, ça fait toute la différence aussi. Moi aujourd'hui, je sais que je peux le dire avec les chiffres que je vois, les retours que j'ai. Pour moi, on est les meilleurs sur ce marché-là. Donc, Est-ce que tu as une anecdote, un truc qui t'avait choqué ou un truc contre-intuitif que tu avais vu ou une histoire marrante sur un entrepreneur? Je sais pas si tu veux d'ailleurs citer des noms ou pas, mais un truc qui t'a fait choc en disant lui c'est lui c'est un vrai entrepreneur ou lui il fonctionne différemment ou ah j'aurais pas fait ça mais au final ça a fonctionné. Je sais pas, est-ce que tu as un truc qui te vient? ouais, il y en a un qui est. Je vais pas le citer, mais s'il écoute le podcast, il y en a un qui m'impressionne vraiment parce qu'en fait, tu dis, c'est soit un génie, soit un enculé. Tu vois, quand tu vois des films d'entrepreneurs, tu fais putain, mais ça me fait penser à lui, tu vois. Je pense que tu vois de qui je parle, Ouais. mais il m'impressionne. Franchement, j'ai un énorme respect pour lui dans le sens où il lui arrive des couilles. Ah ouais, il réussit. Enfin, dans ma vision de la réussite, il est haut. Mais les couilles qui se mangent dans la gueule, il est toujours là. Moi, ça m'inspire, tu vois, pouvoir toujours être présent. T'as un truc, une histoire quand tu racontes ça, un truc qui te vient à l'esprit? J'ai une autre anecdote sur une autre personne, plutôt en mode où le lancement se passait pas forcément super bien. Et on a une discussion, et à l'époque j'étais prestataire. Et en fait, on a une discussion, et je lui dis clairement, c'est pas en faisant les résultats, c'est pas en faisant les actions que tu as fait l'année dernière que tu vas obtenir les résultats que tu veux cette année. Et cette personne-là, elle a passé 24 heures à travailler sur toute cette séquence email pour tout remodifier derrière. Et au final, elle a fait le meilleur lancement, enfin, elle a fait des résultats qui étaient juste ouf, quoi. Mais j'ai rien de croquant à partager malheureusement. Mais j'y penserai pour la prochaine fois. Ouais, mais en tout cas, si je dois juste reprendre un peu tes mots là que tu as partagé avant, c'est une foi donc Ouais. inébranlable, c'est-à-dire que tu sais où tu vas et ça peut pas échouer, et quoi qu'il arrive, tu y vas. Et puis tu as aussi évoqué quelque chose d'autre dans l'exemple que tu citais, c'est de dire, bah, même quand tu prends des portes, même quand tu prends des murs et que tu as ok certaines réussites, mais des fois tu prends aussi des gros revers, bah, la capacité à Mhm. pouvoir toujours te relever et surtout bah, pas t'arrêter en fait, tout simplement. C'est ça. Et voilà, hein, c'est quand tu commences à générer du cash aussi, du CA, etc. T'as aussi les problèmes qui vont avec ce CA. Ça, c'est aussi important à pas oublier. C'est que tu fais 1000 euros, t'as des problèmes pour 1000 euros. Tu fais 10 000, c'est des problèmes à 10 000. Tu fais 100 000, 1 million, 10 millions. Les problèmes sont bien différents. Ouais. Il y en a pas moins. L'herbe, il y a un moment, quand il y a une citation que j'aimais bien, c'était l'herbe, elle est jamais plus verte ailleurs, elle est juste différente. Ouais. Et ce que j'aime bien dire, et bah, je pense que bah, on s'en rend compte aussi, parce qu'aujourd'hui on n'a pas les mêmes tailles de business qu'on avait il y a encore 1, 2, 3, 4 ans en Ouais. arrière. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je prends l'image et aujourd'hui, bah oui, on traite des problèmes qui sont d'une autre envergure. Et moi, j'aime bien dire que je m'attelle au boss du niveau d'après. Tu sais, comme dans les jeux vidéo. Au début, tu C'est démarres ça. avec le petit boss et tu grossis à une certaine taille et tu as le boss du niveau 1. Après, tu as le boss du niveau 2, le boss du niveau 3. Mais le boss, il est toujours là. Et surtout, il est toujours de plus en plus gros par rapport au niveau où on est. Ouais. Et il fait toujours de plus en plus mal aussi. Donc il faut pas être pressé de grandir. Enfin, on est pressé de grandir, hein, moi le premier. Hein. Mais on a le temps. On a le temps et enfin je dis ça et des fois aussi je suis le premier à vouloir. Putain, allez. Mais c'est vrai que bah si en gros c'est si je suis pas là où je veux, c'est pas qui je dois être. Je suis pas qui je dois être si je suis pas là où je veux. Ouais. Donc à moi de devenir la personne que je dois être pour obtenir le résultat que je vise. Pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui écoute ce podcast-là, donc qui a un business en ligne, qui est sur le point de lancer un business en ligne, ou qui a déjà un business qui tourne un petit peu et qui souhaite bah, faire accélérer la croissance? Est-ce que tu as des conseils? Alors, ça peut paraître hyper basique comme question, Ouais, ouais, ouais. mais tout le monde, comme tu l'as dit, tout le monde veut grossir, tout le monde veut aller plus vite. Et si quelqu'un veut avoir, entre guillemets, quelques conseils, entre guillemets, je viens de le redire, je le supprime.
quelques conseils à donner à une personne qui veut faire croître son activité et la scaler, qu'est-ce que ce serait? C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, en fait, les chiffres. Il faut arrêter de dire je crois, peut-être. Non, c'est certain. Je vois mes chiffres. La probabilité fait que voilà ce qui va se passer. Je prends des chiffres, je les mets dans un tableau Excel, je fais mes calculs et je vois que en fait il y aura ça, ça ou ça. Et je ferai les actions en conséquence en fait. Donc il y a vraiment ça et aussi on a très peu parlé, mais dès que c'est possible de le faire, automatiser. Dès que c'est possible de le faire, il faut mettre en place des process, des systèmes qui permettent de ne plus le faire tous les jours. Moi, mon leitmotiv, c'est vraiment ça. C'est si je fais un truc tous les jours, déjà, moi, je vais l'oublier. Même un truc récurrent tous les jours, tu peux être sûr que je vais l'oublier. Ouais. Du coup, j'ai fait quoi? Eh ben, je regarde, ok, comment je peux l'automatiser? Je vais sur Make ou Zapier et je regarde, ok, comment c'est possible de le faire? Ok, ça va, ok, c'est bon, je le mets. Et aujourd'hui, on a fait plus de 400 clients, on n'était que 5 dans la boîte. On a géré 400 clients parce qu'on a mis un système qui permettait de générer automatiquement certaines réponses, de générer automatiquement certains traitements et toujours penser ça. Et également, forcément, déléguer, j'ai envie de te dire, mais déléguer de manière intelligente. Tu délègues pas pour refourguer quelque chose. Il y a trop de gens qui délèguent aujourd'hui pour j'ai pas envie de le faire, je te le donne. Non, ça marche pas comme ça en fait. Parce que c'est la meilleure façon pour que la personne se sente utilisée. Donc quand tu délègues en fait, il faut être apte à le déléguer. Donc à mes yeux en tout cas, le maîtriser. Ok, je crée un process, je lui donne et je lui dis ok. Si le process il est pas bon, tu reviens vers moi directement et on le modifie ensemble. Impliquer les gens avec qui tu travailles en fait. C'est la meilleure façon d'aller très très vite. Aujourd'hui, on est 8 dans la boîte. On a un turnover qui est pour l'instant à 0. Tout le monde reste. Donc, parce qu'on est là, on leur pose des questions. J'ai une idée, j'ai un process, je le mets en place. Ça merde, ils viennent me voir parce qu'ils le savent. Ils savent que je serai là pour eux. Ils savent que c'est moi qui travaille pour eux et pas l'inverse. Et ça, pour moi, c'est vraiment une des clés. Est-ce que, je terminerai par ça, je n'avais pas prévu de te poser cette question-là, mais elle m'est venue. Est-ce que tu as une ressource que tu as peut-être lu un jour, regardé, un film, alors un bouquin, film, série, peu importe, quelque chose qui t'a marqué toi dans ta vie d'entrepreneur? Enfin, des livres, il y en a tellement. Moi, je me suis formé intégralement avec les livres. J'ai aucun cursus commercial marketing, j'ai pas fait d'école de commerce. La seule école que j'ai fait, c'est l'armée. Donc, mais en livre, en fait, en partant du principe qu'on a déjà un business, il y a un super livre que pour moi, c'était mes 2 livres de l'année dernière que j'ai lus. C'est en anglais. C'est The Great CEO Within, qui est juste, c'est une perle ce livre. Et Ready Fire Aim, on en a parlé, je crois, ensemble de celui-là. Littéralement, en fait, le mec, il explique qu'il y a 4 étapes. Et quand j'ai commencé à lire le premier chapitre, qui était de 0 à 1 million, en fait, c'est la première fois de ma vie, en 5 ans d'infoprenariat, d'entrepreneuriat, où je me disais, putain, mais il est en train de parler des problèmes que j'ai déjà eus. Et en fait, je vois la page suivante, et putain, c'est ce que je vais affronter dans 2 semaines. Et j'ai la solution devant moi. Et c'est trop bien. Ouais. Donc, moi, c'est vraiment l'outil, c'est le lire, en fait. C'est bête, mais moi, je suis quelqu'un qui adore lire et passer à l'action derrière, évidemment. Tu lis, si tu passes pas à l'action, ça sert à rien. Ouais. Donc, en film après d'inspiration, tu vas avoir le fondateur, tu vas avoir la super série sur WeWork, c'est WeCrash, qui est juste ouf. Vraiment, vraiment, elle est ouf. Et c'est déjà pas mal. Déjà, pour avancer, c'est pas mal. Écoute, merci beaucoup Nolwenn pour ce moment d'échange et puis pour tes différents conseils et puis les partages d'aujourd'hui. J'espère sincèrement et en fait je suis même sûr que ça va beaucoup aider et même moi ça me parle sur beaucoup de points de ce qu'on a évoqué. Donc déjà merci à toi pour ça. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et puis en espérant pouvoir te retrouver dans un prochain épisode. S'il y a des personnes qui veulent peut-être te découvrir un petit peu plus ou voir ce que tu fais ou te suivre sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'ils peuvent aller? Instagram, French Mentor. Tout simple. Voilà, c'est simple, efficace. French Mentor, il n'y en a qu'un. J'ai réussi à choper le nom de domaine. donc voilà, non, c'est très très simple, efficace, French Mentor. Et ça sera avec un plaisir que je pourrai répondre à n'importe quelle question. Je suis quelqu'un qui, tu l'as vu, qui trouve toujours du temps pour échanger, discuter, résoudre des problématiques. Donc moi j'ai surkiffé le moment qu'on a passé ensemble. J'ai pas vu le temps passer. Et avec plaisir pour un prochain rendez-vous. Allez, merci à toi, à très vite. Yes. Ciao.